Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Hier, on recevait le député provincial de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, pour nous parler de quelques dossiers. Aujourd'hui, nous recevons la députée fédérale du comté de Saint-Jean, la bloquiste Mme Christine Normandin. Mme Normandin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a plusieurs sujets, plusieurs dossiers chauds. On va commencer par le budget fédéral qui a été déposé la semaine dernière. Peut-être y aller un peu de vos premiers commentaires sur le budget qui a été déposé. Bien, nous, on se donnait quand même un petit moment pour voir qu'est-ce qu'il allait avoir dans le budget, même si on avait déjà pas mal annoncé nos couleurs sur le fait qu'on risquait de voter contre dans la mesure où c'est un budget qui est très tardif. Il devait être déposé au printemps, finalement, il ne l'était pas. On nous annonçait un déficit majeur, contrairement aux 40 quelques milliards qui étaient prévus en décembre, pas plus tard que l'année passée, sous le gouvernement de M. Trudeau. Mais on donnait quand même la chance aux coureurs et finalement, ce qu'on voit de ce budget-là ne nous permet pas de le soutenir. C'est un budget qui a à peu près tous les désavantages et d'un budget conservateur et d'un budget libéral. C'est des priorités davantage conservatrices. Là. On envoie encore une fois des milliards à l'énergie pétrolière, aux compagnies d'énergie fossile. C'est des crédits qui sont bonifiés jusqu'à 2040 et plus. Mais couplé à ça, un déficit record de 78 milliards, ce qui est un peu plus la marque de commerce des libéraux. Donc, nous, pour nous, c'est vraiment le pire des deux mondes. Donc, il n'y a aucune façon qui nous permet de soutenir ce budget-là. On n'y trouve rien de suffisamment bon pour le Québec. Et il n'y a rien non plus dans nos demandes qui ont été considérées par le gouvernement. Parlez-nous justement de ces demandes-là. Parce qu'évidemment, à la base, là, le Québec, selon le Bloc, là, ne reçoit pas assez pour ce que devrait être. Mais quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, en fait, dans ce budget-là? Bien, en fait, nos revendications, on les considérait particulièrement raisonnables, surtout dans le contexte de la crise qu'on connaît, autant au niveau des tarifs que du coût de la vie, parce que c'est de ça dont les gens nous parlent, l'accès au logement aussi. C'est des demandes qui ne visaient pas exclusivement le Québec non plus, mais l'ensemble de la population. On peut penser, par exemple, et là, c'est pas quelque chose qui était nouveau, qu'on sortait de notre chapeau, l'augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse pour les 65 à 74 ans. On avait une proposition pour un prêt sans intérêt pour les premiers acheteurs, pour leur mise de fonds. On avait une demande, celle-là était plus spécifique pour le Québec, mais les 800 quelques millions de crédits carbone, de remboursement de la taxe carbone qui ont été un peu pris au Québec pour faire des chèques cadeaux électoraux au reste du Canada. Ça faisait partie de nos demandes de réinvestir dans les transferts en santé. On le voit, le système de santé craque de partout et le gouvernement, à partir de 2027-2028, se désinvestit en matière de transferts en santé, donne des peanuts à gauche, à droite, là, un équivalent de 350 millions par année, la part du Québec sur le 5 milliards qu'ils ont annoncé pour construire, par exemple, des hôpitaux, mais on n'ira pas vraiment loin avec ça. Donc, il y a un désinvestissement là-dessus. De l'argent pour les infrastructures. Si on veut construire davantage de logement, on a besoin aussi d'investir dans les infrastructures. Et ce que le gouvernement fédéral donne, c'est même pas une part de ce que le Québec tout seul demande. Le montant pour le Canada au complet, c'est une fraction seulement de ce que le Québec a besoin. Donc, nos demandes ne s'y retrouvaient pas et c'est un incitatif de plus à ne pas soutenir. Est-ce que vous auriez souhaité qu'on vous écoute plus, étant donné que c'est un gouvernement minoritaire, le gouvernement en principe, a besoin d'un parti d'opposition pour appuyer le budget? Est-ce que vous auriez souhaité qu'on vous écoute davantage? C'est un peu une déception, je vous dirais. Parce qu'un gouvernement minoritaire, c'est son rôle de se maintenir grâce à l'appui d'autres partis. C'est un peu le mandat que la population donne à un gouvernement minoritaire. C'est parfait, on vous élit, mais vous allez devoir faire des compromis, vous allez devoir vous entendre avec d'autres partis. Et même le leader en Chambre, Stephen McKinnon, n'a pas été capable de nommer le mot « négociation ». Quand on lui a posé la question, quand les journalistes lui ont posé la question, il dit « Ah oui, on jase avec d'autres partis », mais nous, ça nous donnait l'impression d'être plus qu'autre chose du « cause toujours ». Mais on n'avait pas de réel une impression de négociation à la limite, puis sans rentrer dans le détail de ce qui s'est dit derrière les portes closes. Quand on nous offre quelque chose qui est complètement disproportionné à la demande qui vient avec, on ne peut pas vraiment parler de négociation. Donc, on n'était pas là. C'est un peu une déception, mais ça nous donne l'impression que le gouvernement est peut-être un peu arrivé avec des gros sabots en se disant, bien, peu importe ce qui se passe, ils vont peut-être craquer, ils n'auront pas le choix, quelque part, de trouver un arrangement pour voter en faveur de notre budget pour pas qu'on aille en élection. Donc, ça donne l'impression d'un gouvernement qui se comporte comme un gouvernement majoritaire, même si c'est pas le mandat que la population lui a donné. Et sous le coup de menace, c'est eux qui ont commencé à dire
Ah, ben là, si le budget passe pas, ça va être des élections à Noël, puis ça va être la faute de l'opposition. Mais non, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas accepté les mains tendues qu'on leur a faites. Mais là, le gouvernement devient de moins en moins minoritaire là, parce qu'il y a un transfuge plus un conservateur qui a quitté le caucus conservateur. Donc, les chances que le budget soit adopté tel qu'il a été présenté là, augmentent quand même. Oui, je vous dirais que notre niveau d'alerte a quand même diminué pour l'automne. On a l'impression qu'il y a peut-être des partis qui pourraient aussi ne pas envoyer l'ensemble de leurs élus voter. Nous, on avait déjà annoncé au préalable qu'on serait 22 à voter, que la main était encore tendue pour de la négociation, mais que ça prendrait quand même une écoute active plus que passive. Ça n'a pas été le cas. Mais il semble y avoir certaines ouvertures du côté d'autres partis pour peut-être qu'il y en ait un ou deux qui pognent une crampe à la cuisse. Là, on parle peut-être même d'abstention dans le cas d'un parti là, pour le budget. Il y a eu 2 amendements, en fait, qui ont été même déposés en Chambre, qui ont été rejetés, dont une du Bloc québécois. Exact. C'est décevant encore là? Oui, mais curieusement, il s'est passé quelque chose qui est peut-être un peu passé sous le radar avec ça. D'habitude, c'est l'opposition officielle qui dépose un amendement et ensuite le deuxième groupe d'opposition qui dépose un sous-amendement. Étant probablement un peu trop pris avec leurs autres problèmes à régler, Pierre Poilievre va oublier de déposer l'amendement des conservateurs. Fait que nous, on a pris la balle au bon. On a déposé un amendement qui visait à rappeler qu'on souhaitait qu'il y ait, par exemple, plus de transferts en santé, qu'il y ait des mesures pour atteindre nos objectifs en matière de changement climatique qui sont incluses dans le budget. Donc, c'est les demandes qu'on faisait, mais qui ont évidemment été battues, entre autres, par les conservateurs, mais également par les libéraux. Bon. Ceux qui suivent les débats à la Chambre des communes ont remarqué que vous étiez beaucoup plus présente à la période de questions. Ça s'explique parce que depuis la rentrée, vous êtes leader du Bloc québécois en Chambre. Exact. Peut-être nous expliquer un peu quel est le rôle du leader d'un parti en Chambre? Le rôle du leader, en fait, c'est un peu d'être le bras droit du chef d'une certaine façon. Quand je pose des questions en Chambre, c'est que j'ouvre la période de questions. Si le chef est là, c'est lui qui l'ouvre. À défaut, c'est moi. Ça implique davantage de présence médiatique aussi. On peut pas prendre toutes les demandes d'entrevue à une seule personne. C'est impossible, il y en a trop. Donc, Yves-François en prend quelques-unes et j'en prends aussi. Et à travers tout ça, un des rôles assez primordiaux du leader, c'est la négociation entre les partis. On l'a mentionné, bon, il y a moins d'ouverture qu'on aurait espéré du côté des libéraux, mais on est quand même dans une situation différente de la dernière élection où il y avait une entente entre les libéraux et le NPD, ce qui faisait que le Bloc était peut-être un peu plus tassé, les conservateurs aussi. La dynamique est différente cette fois-ci parce qu'il faut quand même, dans certains cas, pas que sur le budget, sur d'autres choses, qu'ils se trouvent des partenaires. Donc, ils ont à venir nous voir une fois de temps en temps, les libéraux, mais les conservateurs aussi. Parce qu'en comité, la structure actuelle, c'est 4 conservateurs, 4 libéraux, 1 bloc. Donc, si quelqu'un veut que quelque chose passe, ils n'ont pas le choix de venir nous voir. Ce qui fait que dans mes rôles, il y a une espèce de forme de supervision de tout ce qui se passe dans l'ensemble des 27 comités permanents de la Chambre, parce que quand il y a des motions à faire passer, des études ou quoi que ce soit, on a à négocier avec les gens et j'ai une partie du mot à dire là-dessus. Donc, ça fait plus de travail, mais ça fait en même temps une meilleure connaissance de tout ce qui se passe à la Chambre des communes. C'est une très belle marque de confiance. Je l'ai pris comme tel. Oui, c'est des grandes chaussures à remplir. C'était mon collègue Alain Terrien de La Prairie qui, malheureusement, n'a pas été réélu, qui portait ce rôle-là. J'étais la leader adjointe. Je l'appuyais dans ses fonctions, mais maintenant, c'est moi qui porte ces grandes chaussures-là, avec un rôle différent, avec une situation à la Chambre qui est différente aussi. Donc, j'ai pas eu à essayer de refaire ce qu'il faisait, parce que ça a bougé, ça a changé. Mais oui, je l'ai pris comme une belle marque de confiance. C'est aussi beaucoup de beaux apprentissages. Oui, j'en doute même pas. On va revenir sur quelques dossiers. D'abord, toute la tension commerciale entre les États-Unis et le Canada. Lors de l'élection de Mark Carney, en fait, les gens voyaient en Mark Carney un peu, pas le sauveur, mais la personne qui était la mieux placée pour négocier avec Donald Trump. Avec le recul, comment vous analysez le travail du premier ministre? Bien, il s'est un peu vendu lui-même comme ça pendant la campagne électorale. Il y a eu un appel au vote assez clair en disant les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ça prend quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. Donc, il s'est lui-même un peu mis la barre pas mal haute parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être capable de dealer en bon français avec Donald Trump. C'est un personnage complètement incontrôlable, imprévisible. Oui. Mais à partir du moment où on dit « moi, je vais être capable », bien là, on a nous-mêmes mis des attentes auxquelles c'est difficile de
répondre. Et effectivement, il n'a pas pu y répondre. Et à plusieurs reprises, le premier ministre a fixé des dates en disant on aura une entente au mois de juillet, puis après ça, à l'automne, pour finalement tout le temps reporter ces ententes à venir-là. Et la situation est même pire maintenant pour différents secteurs qu'elle l'était au printemps lors de l'élection. Et nous, ce qu'on lui reproche à travers tout ça, c'est de même pas être capable de mettre en place des choses qu'il peut faire tout seul, de ce côté-ci de la frontière. Par exemple, pour tout ce qui est de l'industrie de la forêt, qui est vraiment happée de plein fouet par les tarifs. Là, on est rendu à l'équivalent de potentiellement 55 Il y a eu des annonces qui ont été faites au mois d'août pour du soutien aux entreprises, mais les entreprises nous disent on n'arrive même pas à l'avoir, ce soutien-là. Mais ça relève que du gouvernement. Et il y a des demandes qu'on a faites pour différents secteurs. Par exemple, la mise en place d'une espèce de subvention salariale, comme ça a été fait pendant la COVID, pour aider les entreprises, plutôt que des prêts pour des investissements à long terme qui font peut-être peur aux entreprises en disant mais je ne sais même pas si je vais passer l'année, je ne vais pas investir dans du 2-3 ans, dans du long terme. J'ai besoin d'aide maintenant. Donc, c'est le genre de mesure que nous, on aurait souhaité voir mise en œuvre plutôt que, par exemple, des programmes de formation pour dire aux gens allez vous former dans d'autres choses. C'est une forme d'abdication quand on entend ça, dire bien, finalement, on laisse aller des fleurons de notre économie. On dit aux gens, allez vous reformer, faites un autre job, même si ça fait peut-être, dans certains cas, 30-40 ans qu'ils ont fait ça dans leur vie. Donc, on est déçus parce que les promesses qui ont été faites n'ont pas été remplies parce qu'elles étaient impossibles à remplir. Mais on est aussi déçus parce que ce qui pourrait se faire ici, on trouve que c'est fait lentement et avec pas assez de contenu, pas assez de soutien. Oui. J'ai osé cette question-là. Oui. Est-ce que la population aurait été aussi bien servie ou moins bien servie si c'était un gouvernement conservateur, par exemple, dans les relations entre le Canada et les États-Unis? On tombe dans des hypothèses. Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été pire? Comme je disais, c'est impossible de voir venir Donald Trump. On ne sait pas comment il agit. Donc, est-ce qu'un scénario différent aurait été mieux? Je pense pas. Et c'est pour ça que nous, on a martelé. On sait que ce sera un ou l'autre. Visiblement, les sondages s'enlignaient sur M. Carney. Et au Bloc, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne va pas se poser comme quelqu'un qui va nuire aux tentatives de négocier, mais on va rappeler l'importance, par contre, de nos secteurs névralgiques. Et c'est ça qu'on continue à faire parce qu'à travers tout ça, il y aura renégociation de l'accord commercial Canada, États-Unis, Mexique d'ici l'été prochain. Et il ne faut pas qu'on se mette à brader des pans de l'économie québécoise au profit, par exemple, de l'acier de l'Ontario ou du pétrole des prairies ou des grandes banques de Toronto. Nous, c'est ça notre mandat, de s'assurer que ce ne soit pas le Québec, ultimement, qui soit perdant. Et on a des fleurons à maintenir, à garder. Je pense, évidemment, à tout ce qui est gestion de l'offre, la production laitière. On a déjà fait le travail là-dessus, mais on a la forêt, on a l'aluminium, on a l'aérospatial, donc les pêches aussi. Donc, il faut s'assurer que cette voix-là soit entendue et qu'on ne puisse pas la tasser si facilement que ça. C'est ça le rôle du Bloc québécois. Un dossier qui touche les entreprises de la région, c'est tout le dossier des travailleurs étrangers. Le gouvernement fédéral ne semble pas céder dans les règles actuelles. J'imagine que vous avez eu des discussions avec le ministre ou d'autres personnes là-dessus. Peut-être faire le point, là, et ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fasse pour aider justement les entreprises d'ici qui sont particulièrement touchées. Bien, en fait, de façon très globale, nous, il y a un an, ce qu'on demandait, c'était un moratoire sur la diminution du plafond d'embauche là, de 20 à 10 que ce soit étalé sur minimalement 3 ans. Ça a pris, nos entreprises là, sont frappées de plein fouet par les tarifs. On se remet tranquillement dans certains cas de la COVID. Est-ce qu'on peut au moins donner le temps plutôt que de le faire de façon très cavalière? Parce que quand ça a été annoncé, là, ça a été OK, c'est immédiatement que les mesures sont en place. Puis il y a des gens qui nous disent bien là, mes travailleurs qui viennent d'arriver, il va falloir que je les reperde dans pas long. Il y en a qui étaient en train de s'installer, puis je vais devoir les mettre à la porte. Donc, on souhaitait que ça s'étire dans le temps, puis forcé de constater qu'on avait raison parce qu'un an plus tard, les gens commencent à nous dire que là, c'est vraiment rendu critique. Donc, mais là, on est rendu ailleurs. Donc, ça reste un enjeu dont on se fait parler beaucoup, mais de façon plus locale. Et ça, j'ai fait des représentations là-dessus au gouvernement il y a plusieurs reprises. Saint-Jean-sur-Richelieu est dans une situation particulière où elle est englobée dans la grande région de Montréal, ce qu'on appelle la région métropolitaine de recensement aux fins de Statistique Canada. Là, puis c'est basé même pas sur des indices, par exemple, comme le taux de chômage, c'est basé sur le navettage. Ça n'a rien à voir avec l'emploi. Donc, Saint-Jean est incluse dans la grande région de Montréal pour qui c'est 0 % de travailleurs étrangers temporaires. Donc, les entreprises ne peuvent pas renouveler aucun de leurs permis, ne peuvent pas déposer de ce qu'on appelle les EIMT, là, les études d'impact sur le marché du travail, pour faire la
preuve qu'ils ont besoin de ces gens-là parce qu'ils ne peuvent pas embaucher localement. Le taux de chômage ici est bien en deçà du 6 qui est requis pour être exclu de cette mesure-là, mais à Montréal, c'est proche de 8. Donc, on est comme un peu coincé avec Montréal, alors que la réalité n'est pas la même. Et ça, j'ai fait des représentations pour que Saint-Jean soit exclu et soit pas aussi la seule municipalité de la MRC à être prise dans cette situation. C'est ça, parce que j'ai fait plusieurs entrevues là-dessus. J'ai reçu le président de Tramcar, j'ai reçu aussi le président de Service Marine Canada qui vivent le même problème. Et on me mentionnait que malgré le fait qu'on fait des demandes, qu'on demande des explications, on ne semble pas comprendre la réalité de la région ici là, pour assouplir les règles. Parce que s'il y a un manque de compréhension, c'est sûr qu'on peut pas réagir par la suite. Quand j'ai des discussions, puis encore une fois, sans entrer dans le détail précis, j'ai l'impression au contraire que les ministères comprennent, mais qu'ils ont peut-être un peu plus les mains liées. On nous répond que c'est quelque chose qui est dur à changer, les cartes qu'on utilise. Peut-être qu'il y a aussi une décision qui se prend au-dessus de leur tête, là, comme on dit en anglais, above my pay grade. Mais j'avais l'impression que le dossier était bien compris, par contre, et par les ministres et par les gens de leur entourage. Donc, c'est pas une question de « Ah, je suis pas certaine comment ça s'applique ». Non, la compréhension était là, mais c'est peut-être la capacité d'agir ou une volonté plus macro qui empêchait que ça se traduise en gestes concrets. Mais on lâche pas le morceau là-dessus. On continue à interpeller, entre autres, la ministre du Travail, qui est responsable de ce dossier-là, pour s'assurer qu'il y a un changement qui se fasse, parce que ça, finalement, c'est pas compliqué à comprendre. C'est de leur dire Saint-Jean, c'est pas Montréal. Saint-Jean est trop loin de Montréal pour qu'il y ait du transport collectif qui permette à des gens de Montréal de venir travailler ici. Puis ça, quand on leur montre les cartes, quand on leur dit combien de temps ça prend, puis où se trouvent les différentes entreprises, les quartiers industriels, ils le voient bien. Puis quand on leur dit, bien, le chômage de la Montérégie, c'est ça, le chômage de Montréal, c'est ça, ils voient que c'est deux mondes qui ont absolument rien à voir. Donc, j'ai l'impression que c'est pas un enjeu de compréhension, c'est peut-être un enjeu, à la limite, de volonté politique. Bon, parfait. Je vais vous parler d'un cas précis, parce qu'on m'a approché là-dessus. Ça a été documenté dans le Canada français, là, Mme Francine Santerre, qui a changé de statut civil, mais qui n'a pas reçu... En fait, elle doit un montant au fédéral parce que son changement d'état civil n'avait pas été appliqué. Je ne veux pas parler de ce cas-là, mais peut-être juste prévenir les gens peut-être de la situation lorsqu'on a un changement d'état civil, ce qu'on doit faire pour régulariser le tout, pour expliquer aux gens la réalité, dans le fond. Mais en fait, puis c'est ça, sans commenter les cas précis des commettants qui viennent nous voir. Mais j'ai promis à Mme Santerre d'en parler, oui, c'est ça. Il n'y a aucun problème. Puis je comprends qu'elle fait aussi cette bataille-là pour que ce soit plus connu. Oui. En gros, si on a une chose à retenir, c'est ne vous fiez pas au gouvernement pour faire le travail à votre place. Si vous avez un changement de situation, prenez le taureau par les cornes, prenez les devants et vous-même faites cette déclaration-là de changement d'état matrimonial, par exemple, parce que ça peut avoir une incidence sur différentes allocations, différents services, différents programmes. Donc, ce qu'on vous dit, c'est soyez le plus possible vigilant et diligent dans votre approche. Et pensez pas que parce que vous avez fait aussi le changement à un niveau de gouvernement que l'information se passe à l'autre. Et même si vous avez fait le changement vous avez informé un ministère, que les ministères se parlent entre eux, assurez-vous que le travail est fait partout pour éviter les mauvaises surprises. Oui, dans ce cas-ci, elle aménageait avec un nouveau conjoint, donc il devenait conjoint de fait, puis ça n'avait pas été fait. En 30 secondes, vous avez aussi réagi sur tout le dossier des camionneurs illégaux. En fin de semaine, dans la presse, on apprenait qu'il y avait même une vingtaine d'accidents mortels causés par la fatigue de ces chauffeurs. Pas toujours des camionneurs illégaux, mais quand même, il faut régir ce secteur-là. Donc, peut-être nous parler un peu de votre position là-dessus. Bien, ça, c'est une demande qu'on a entendue beaucoup sur le terrain et pour plusieurs aspects. Donc, la partie sécurité, c'en est une, parce que là, c'est des écoles qui, visiblement, donnent des formations très accélérées à des gens qui sont incorporés. Donc, on a demandé des changements au niveau fiscal pour que ça n'existe plus. Quelqu'un qui, finalement, est un travailleur, mais est considéré comme une entreprise en soi et peut contourner certaines règles. Mais c'est aussi de la compétition illégale, d'une certaine façon, pour des plus petites entreprises de camionnage parce qu'ils sont capables, en contournant les règles, d'offrir des tarifs beaucoup plus bas, mais en étant des dangers publics là, pour la population. Donc, on a fait des demandes au fédéral. Une de nos demandes a été entendue, celle de revoir les règles pour empêcher ces camionneurs-là de s'incorporer, de pouvoir contourner le système. Mme Normandin, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous recevoir et puis on aura l'occasion sans doute de se reparler très bientôt. N'importe quand. On fait une pause et on vient tout de suite après.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Avec ma prochaine invitée, on va vous parler d'une entreprise qui a un concept assez particulier, presque unique au Québec. On va vous parler du Casier Bleu. Et pour nous en parler, donc, la copropriétaire du Casier Bleu, Mme Julie Lapointe. Mme Lapointe, bonjour. Bonjour. Bon, il faut dire que cette entreprise est située à Saint-Césaire. Peut-être nous parler, donc, de ce que c'est le Casier Bleu. En fait, pour vous parler du Casier Bleu, je dois quand même faire un retour dans mon enfance. Oui. Donc, c'est sûr que moi, je suis la fille d'un agriculteur, donc j'ai été élevée sur une ferme. Et l'idée du Casier Bleu est venue du fait qu'on cherchait une façon de distribuer la viande qui est produite à la ferme en fait, pas de façon conventionnelle comme dans les supermarchés, par dans exemple. les grandes chaînes alimentaires actuelles. Donc, mon frère il a fait des recherches sur les réseaux sociaux et est tombé sur une compagnie française qui est basée à Lille. Et il y avait un système de casier qui est encore très populaire en Europe. Et l'idée est partie de là et ça fait déjà 5 ans qu'on mijote ce projet-là. Bon, donc, pour les gens, là, c'est peut-être des casiers réfrigérés. Tout à fait. Où les produits sont offerts au public et le public peut acheter à l'unité les produits qu'on offre en magasin. Principalement des produits locaux. Ouais. Donc, nous, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est de promouvoir les produits locaux de la région. Bon. Vous dites que ce concept-là vient de Lille, en France. Oui. Vous êtes allé, je pense, là-bas pour voir un peu comment fonctionnait le concept. Tout à fait. Moi et mon conjoint, on est allés à Lille. On est allé visiter l'usine. On a rencontré les propriétaires, on a rencontré l'ingénieur. Donc, on a fait le tour et ils nous ont grosso modo expliqué comment ça fonctionne et tout ça. Bon. Donc l'idée germait depuis plusieurs années, mais entre l'idée et de mettre en place le concept, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes là, qu'il a fallu faire et vous convaincre aussi que ce concept-là peut marcher aussi. Tout à fait, et c'est innovateur. Donc, on est les premiers qui a approché, dans le fond, les casiers français pour ce projet-là. Notre plus grosse partie du travail, ça a été le financement. Parce qu'en fait, cette compagnie française-là n'était pas connue au Québec. Donc, d'avoir la confiance de nos institutions financières, ça a été un gros processus. On a réussi, avec beaucoup d'acharnement, mais on a réussi à avoir le financement tout à fait. Bon, donc pour comprendre, on entre dans le commerce, c'est des casiers individuels, donc les gens qui veulent s'acheter, par exemple, une pièce de viande, où il y a toutes sortes de produits offerts, donc des produits locaux. Oui. Non qu'à se présenter, je pense que c'est même libre service. Tout à fait. Les gens peuvent acheter, c'est même ouvert 24 heures, je pense. Hein? C'est ouvert 24 heures. Dans le fond, les gens se présentent à la borne, choisissent les produits qu'ils désirent, payent avec leur carte. Et aussitôt que le paiement est effectué, les portes s'ouvrent, on prend les produits et on quitte. Donc, c'est vraiment un service 24 heures sur 24. Bon, c'est tout nouveau. Je sais que ça fait à peine 3 semaines. Comment les gens de la région ont accueilli ça? C'est sûr que nous, on n'est pas donc, c'est automatisé, donc on n'est pas obligé d'être présent sur place. On a un système de caméras, dans le fond, pour faire la surveillance, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et la réponse est très positive. Les gens, ils sont impressionnés de voir nos casiers, de voir le système. C'est nouveau, donc oui. Puis étrangement, on a beaucoup de personnes âgées qui viennent jusqu'à présent. On ne s'attendait pas du tout à ça. Puis ils osent aussi affronter cette nouvelle technologie-là avec courage. Puis c'est tout en leur honneur. Bon. On dit que c'est presque unique. Là. Je pense qu'il y a une entreprise en Beauce qui fait ça, mais donc vous êtes une des premières à vraiment utiliser ce concept-là de réfrigérateur unique. Comment on en vient à... Bien, vous dites que vous venez vous êtes issu du monde agricole, mais que vous voulez vendre les produits locaux. Mais entre ça et d'y aller avec ce concept-là de réfrigérateur unique, j'imagine qu'il y a eu d'autres processus à laquelle vous avez pensé avant d'y aller avec le Casier Bleu, justement. C'est sûr que nos agriculteurs au Québec travaillent très, très fort pour... moi, j'ai vu mon père travailler à la sueur de son front pour très peu de revenus et beaucoup d'heures de travail.
Et malheureusement, dans le processus actuel, il y a tellement d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur qu'il y a énormément d'argent qui se perd. Et malheureusement, c'est le producteur souvent qui est le plus pénalisé dans un exemple concret, pour 2 $ du kilo que le producteur va recevoir, on va le vendre 10 $ en supermarché. Donc, il y a un 8 $ du kilo qui est perdu dans ce processus-là. Alors que ce n'est pas le cas avec le casier bleu. Tout à fait non, parce qu'on est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, vous achetez directement du producteur. Tout à fait. Et c'est en fait, on prend en consigne les produits du producteur et le producteur, dans le fond, vend directement au consommateur. On prend une marge de profit parce que c'est quand même une entreprise on doit rentabiliser le tout, mais c'est minime par rapport à ce que fait habituellement le producteur en donnant, dans le fond, son bœuf au supermarché. Donc, en principe, le consommateur va payer moins cher son produit que s'il allait au supermarché, par exemple. C'est ce qu'on souhaite. Mais présentement, c'est sûr que... Mais quand on vend sur l'entreprise, il y a des coûts reliés à ça. Voilà. Et c'est juste que le producteur, en ce moment, reçoit plus pour son produit que s'il le ferait par l'autre démarche. Donc, sa rentabilité, on le sait, au Québec, nos fermes sont en train de fermer, les troupeaux diminuent, les coûts augmentent. Donc, on est en train de perdre cette souveraineté alimentaire-là actuellement. Puis, juste pour la viande bovine, par exemple, le Québec fournit 15 % de la viande que l'on consomme. Donc, ça veut dire qu'il y a 85 % de la viande qui vient de l'importation, principalement des États-Unis. Donc, quand les marchés américains bougent, les coûts bougent et c'est les producteurs qui en payent le prix au final. Donc, ça veut dire que pour nourrir notre famille, on a besoin de notre voisin. Et c'est un peu ça. Le casier bleu est une solution, en quelque sorte, pour qu'on devienne de plus en plus souverain à ce niveau-là. On voit cette autonomie alimentaire là, oui, tout à fait. au niveau agricole. Oui. Là, on parle de la viande, mais les maraîchers aussi ont de la difficulté à vendre leurs produits. On a de la difficulté à avoir des légumes du Québec en ce moment dans nos casiers. Donc, c'est tout ça là, qui est en jeu dans notre projet. Là. Bon, en tout cas, c'est situé sur la route 112 à Saint-Césaire. Tout à fait. Et j'imagine que si tout va bien, il y a des plans d'expansion et que vous aimeriez en ouvrir d'autres. Tout à fait. Et on vise principalement les régions où les gens doivent faire de 15 à 20 minutes de voiture pour se rendre à l'épicerie. Donc, on va aider les familles, on va aider les personnes âgées qui veulent rester dans leur région aussi. Et donc, plus il va y avoir de casiers bleus, plus le consommateur va être... bien servi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Lapointe, et bonne chance pour ce très beau projet. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, Mesdames, Messieurs. À la prochaine. Au revoir.